Échange de chaleur. Les objectifs de ce module sont de vous présenter le principe de conservation d'énergie, notamment à travers des applications aux échanges de chaleur sans changement d'état. On va aussi énoncer le premier et le deuxième principe de thermodynamique, de conservation d'énergie, et le deuxième principe, et voir leurs conséquences dans les échanges de chaleur. Et on va décrire aussi les trois modes principaux de transfert de chaleur et vous permettre d'identifier ces types de transfert dans des exemples que vous aurez à traiter. La chaleur. Alors, la chaleur, on peut dire, si on simplifie notre propos, la chaleur, c'est une forme de transmission d'énergie. Quand vous vous mettez sous les rayons du soleil et vous sentez la chaleur pénétrer votre corps, vous sentez ce que vous sentez, c'est la transmission d'une forme d'énergie qui vous est transmise à votre corps. Cette énergie est, pour l'essentiel, on avait vu ça dans le chapitre sur la température, est constituée par l'agitation des particules qui constituent la matière. Même dans une matière solide, les particules ne sont pas immobiles, ils sont en permanence en train de s'agiter. Et cette agitation peut être comprise en termes d'énergie sous forme d'une énergie cinétique. Un objet qui est en mouvement a une forme d'énergie, l'énergie cinétique, et toutes ces particules qui bougent et qui s'agitent portent en eux une énergie cinétique. Donc quand vous êtes en contact, par exemple, avec de l'air chaud, les particules d'air, les molécules qui sont dans l'air, vont frapper votre corps et ils vont transmettre cette agitation aux molécules et aux atomes qui constituent votre propre peau. Et c'est ça que vous sentez quand vous dites « je sens la chaleur ». La chaleur contenue dans un corps, si on peut parler comme ça, c'est la somme de l'énergie de chacun de ces particules. Alors c'est une formulation assez théorique. Il n'est pas possible de calculer ou de mesurer la chaleur totale qui est contenue dans un objet. Ce que nous allons surtout étudier, c'est les variations de cette énergie, de quelle quantité d'énergie est transmise ou absorbée lors d'un échange de chaleur. Avant d'aborder plus à fond le problème, il faut savoir que n'importe quel objet peut transmettre ou recevoir de l'énergie sous forme de chaleur. On avait vu sur le chapitre sur la température que le transfert se fait toujours de l'objet le plus chaud vers l'objet le plus froid, mais cette notion est relative. Un glaçon de moins 15 degrés peut transmettre de l'énergie à un glaçon qui est à moins 20 degrés, parce qu'à moins 15 degrés, il est relativement plus chaud que le glaçon à moins 15 degrés. Un petit rappel aussi sur les confusions habituelles entre la chaleur et la température. La température, c'est un reflet de l'état de l'agitation des particules. Plus un objet est chaud, plus sa température est élevée, plus cette agitation est importante. Mais la température ne représente pas cette énergie totale. L'énergie totale, ce serait la somme de l'énergie dans chaque particule. On les additionne ensemble et on aura une énergie totale, qui serait le reflet de la chaleur contenue dans un objet. Alors, juste pour bien comprendre cette différence, comparons une tasse d'eau bouillante, à une température proche de 100 degrés, avec un iceberg qui serait, disons, à moins 5, moins 10 degrés. Tous les deux sont constitués pour l'essentiel de molécules d'eau. Dans la tasse d'eau chaude, si on pouvait voir les molécules qui constituent l'eau qui est dans cette tasse, on verrait ces molécules s'agiter relativement fortement, et en tout cas beaucoup plus fortement que si on pouvait voir les mêmes molécules. La glace est constituée aussi d'eau, donc les molécules d'eau qui constituent la glace. Dans la glace, les molécules s'agitent aussi, mais ils s'agitent moins fortement que dans la tasse d'eau. Vous savez que la température de la tasse d'eau est beaucoup plus élevée que la température de cet iceberg. La température de la tasse d'eau, on a dit, si on vient de le bouillir, c'est autour de 100 degrés, et notre iceberg, disons qu'il est à moins 10 degrés. Donc la température est plus élevée dans l'eau bouillante qui est dans la tasse que dans l'iceberg. Mais est-ce qu'on peut dire que l'énergie contenue dans la tasse d'eau est plus élevée que l'énergie contenue dans l'iceberg? Non. Les molécules qui constituent l'iceberg s'agitent moins fortement, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Si vous prenez l'énergie moyenne de chacun de ces molécules,
vous multipliez par le nombre de molécules qui constituent un iceberg, qui est beaucoup, beaucoup plus massif qu'une tasse d'eau, vous verrez que l'énergie contenue dans cet iceberg est beaucoup plus grande que la tasse d'eau. Donc la température d'un objet peut être plus élevée qu'un autre sans que l'énergie qu'il contient soit plus élevée. Un petit mot sur les transferts de chaleur. On va prendre quelque chose de relativement simple et familier, où on a mis de l'eau dans une casserole, on le pose sur une source de chaleur, une cuisinière à gaz. Le gaz, en brûlant, le phénomène de combustion, dégage de l'énergie. Une bonne partie de cette énergie est transmise à l'eau qui est dans la casserole. C'est ce que nous désirons. Quand on met une casserole d'eau sur le feu, on veut faire chauffer cette eau-là. Mais on ne peut pas empêcher une partie de la chaleur d'être diffusée dans l'atmosphère. La cuisinière, le feu qui est là, ne chauffe pas seulement la casserole. Il chauffe aussi en partie l'air environnant, la cuisinière elle-même, etc. Donc une partie de cette énergie est perdue dans l'environnement. Et autre chose, c'est aussi que quand la casserole va chauffer, lui-même, il va perdre un peu d'énergie dans l'environnement. Donc toute l'énergie qu'on fournit ne va pas servir à faire ce qu'on veut. Ça ne va pas être de l'énergie utile pour nous. Alors, si on veut juste donner quelques noms à ces différentes parties de l'énergie, on a l'énergie qui est fournie par notre cuisinière, par la combustion du gaz. C'est ce qu'on appelle l'énergie fournie. C'est toute l'énergie qu'on reçoit de la cuisinière. Une partie de cette énergie, comme on vient de voir, est transmise à l'eau pour le faire bouillir. C'est ce qu'on appelle l'énergie utile. C'est l'énergie qui va servir à faire ce qu'on voudrait qu'il fasse. On va faire bouillir de l'eau. Et puis on a une partie de l'énergie qui est perdue dans l'atmosphère, qui n'est pas utile pour nous. C'est ce qu'on appelle l'énergie perdue. Il ne disparaît pas cette énergie, il n'est pas perdu pour tout le monde, il est perdu pour nous. Mais en fait, il est transmis à l'environnement. Et si on veut appliquer le principe de la conservation d'énergie à cette situation, on devrait dire que l'énergie qui est fournie par la cuisinière est en partie transmise sous forme d'énergie utile à l'eau et en partie perdue dans l'atmosphère pour chauffer l'air et le reste. Donc la conservation d'énergie nous dit que toute l'énergie qu'on a fournie doit se trouver quelque part. Une partie, ça va se trouver dans l'eau sous forme d'énergie utile, puis une autre partie dans l'air, dans les différentes choses qui constituent dans la casserole lui-même, etc. Autre chose, c'est que le deuxième principe de thermodynamique a une implication dans ce cas-là. On avait vu aussi ça dans le chapitre sur la température, c'est que le transfert se fait toujours de l'objet le plus chaud vers l'objet le plus froid. Ça, à moins qu'on invente une machine pour faire l'inverse, en lui fournissant de l'énergie, un frigo, un frigidaire, un congélateur fait ça. Dans les congélateurs, on va extraire la chaleur qui est dans des objets et puis le transmettre à l'environnement, mais disons de manière plus simple, si on oublie ces appareils qu'on peut fabriquer, si on ne fait rien de spécial, la chaleur se transmet toujours de l'objet le plus chaud vers l'objet le plus froid. Dans l'exemple qu'on vient de voir, le transfert se fait de notre source de chaleur, de la flamme, de l'énergie de combustion, vers le casserole d'eau. Alors, dans l'exemple qu'on vient de voir, la source de chaleur était la combustion du gaz. Mais il y a évidemment d'autres sources de chaleur qu'on peut avoir, notamment dans les exercices que vous devez faire sur ce chapitre. La source de chaleur, ça peut être un objet chaud. Attention bien à ce terme, l'objet chaud, ça signifie l'objet qui est plus chaud qu'un autre. C'est une notion relative. Par exemple, si vous mettez des glaces dans l'eau, la glace est plus froide que l'eau. L'eau est plus chaude que la glace, donc la transmission de chaleur va faire de l'eau vers la glace. L'eau va se refroidir en transmettant de la chaleur à la glace, et la glace va se réchauffer, éventuellement fondre, en recevant la chaleur fournie par l'eau. On peut aussi transformer l'énergie électrique en chaleur. Si vous n'avez pas encore vu ce chapitre, juste en deux mots, quand on fait traverser une file électrique ou ce qu'on appelle une résistance par un courant électrique, il va chauffer. Et en chauffant, il va dégager de la chaleur qu'on peut transmettre à d'autres objets. C'est le principe de base d'une cuisinière électrique. Vous allumez une plaque,
le courant électrique va circuler dans la plaque et ça va dégager de la chaleur. Euh, on a aussi d'autres sources de chaleur, ce sont ce qu'on appelle l'énergie chimique, l'énergie produite par une réaction chimique. Le plus fréquent, ce qu'on utilise, c'est la combustion. Quand vous faites du feu, que ce soit avec des gaz, en brûlant de l'essence ou en brûlant un bout de bois, etc., vous enclenchez un processus chimique exothermique qui va fournir de l'énergie. Il y a toutes sortes de réactions chimiques qui sont exothermiques, vous verrez ça plus en détail dans votre cours en chimie, mais évidemment, celui qu'on utilise le plus souvent pour produire de la chaleur, c'est la combustion. D'autres sources de chaleur sont l'énergie mécanique. Alors, pour dire ça très simplement, quand en hiver, vous n'avez pas des gants, vous avez froid aux mains, qu'est-ce que vous faites? Vous les frottez l'un contre l'autre. Et immédiatement, vous sentez de la chaleur qui est produite. Plus vous frottez fortement vos mains, plus la chaleur produite sera grande. En fait, quand vous frottez une main contre l'autre, vous produisez de l'énergie mécanique. C'est un mouvement. Et pour faire ce mouvement, vous devez vaincre ce qu'on appelle les frottements. Et c'est pour ça que vous serrez vos mains l'un contre l'autre. Dans ce cas, l'objectif, c'est produire de la chaleur. Et donc, vous transformez votre énergie mécanique en frottement. Pour donner un autre exemple, c'est quand vous êtes dans une voiture, vous êtes en train de rouler et vous freinez. Vous ne le sentez pas parce que ça ne vous arrive pas souvent d'aller toucher ça directement, mais si vous pouviez toucher les freins, vous verriez que les freins chauffent. Les freins vont extraire l'énergie mécanique de votre voiture, notamment l'énergie cinétique, pour réduire sa vitesse, et cette énergie est transmise sous forme de chaleur à l'environnement, aux plaquettes de frein, à l'air qui est aux alentours, etc. Donc on peut aussi produire de l'énergie mécanique, de la chaleur par l'énergie mécanique. C'est de même manière que les hommes préhistoriques fabriquaient du feu, c'était en frottant deux morceaux de bois avec un certain technique. C'est pas si facile que ça à faire en pratique, mais en frottant un objet contre l'autre, on peut produire suffisamment de chaleur pour que la combustion démarre. D'autres sources d'énergie qui peuvent être transformées en chaleur, c'est l'énergie atomique, l'énergie nucléaire. C'est un sujet d'actualité, on verra ça sur le chapitre sur l'énergie atomique, mais il existe des réactions nucléaires, notamment des réactions de fusion et de fission. Les réactions de fission, c'est les réactions qui ont lieu au sein d'un réacteur nucléaire, où on produit par exemple de l'électricité. Ces réactions produisent de la chaleur. Et cette chaleur-là, on peut le transmettre par exemple à de l'eau qui se transforme en vapeur, et que cette vapeur va pouvoir faire tourner des turbines pour produire de l'électricité. Donc, voilà encore un exemple de source de chaleur qu'on peut trouver dans les échanges de chaleur. Alors, les différents modes de transfert de chaleur. Comment la chaleur se transmet d'un objet à un autre? Alors, le mode de transfert le plus simple qu'on peut imaginer, c'est la conduction, par contact parfois on dit. Vous mettez un objet chaud en contact direct avec un objet froid. L'agitation des particules de l'objet chaud se transmet de proche en proche à l'objet froid, et vous avez donc par contact direct une transmission de l'énergie sous forme de chaleur d'un objet à un autre. Ça passe toujours de plus chaud au plus froid, on l'a déjà vu, c'est la conséquence du deuxième principe de thermodynamique. L'exemple le plus simple, et qu'on trouve ça assez souvent dans les exercices, c'est de mettre des glaçons dans de l'eau. Il y a un contact direct entre la glace et l'eau, et la chaleur est transmise de l'eau, qui est plus chaude, vers les glaces qui sont plus froides. La convection, c'est une autre manière de transmettre l'énergie. C'est une mode de transfert qui est lié à un certain mouvement. Quand vous mettez, par exemple, une casserole sur de l'eau, une casserole d'eau sur une cuisinière, à gaz ou électrique, peu importe, la zone qui est en bas du casserole, l'eau qui est en bas du casserole, c'est là où, en premier, il y a une transmission d'énergie. Le feu qui est sous la casserole va chauffer cette eau-là d'abord. Cette eau, en se chauffant, va se dilater, va être plus léger. L'eau dilatée chaude est plus léger que l'eau froide. Donc cette partie va monter et l'eau qui était froide, qui est à la surface, va descendre. Cela va produire des mouvements de convection et qui a une sorte de brassage d'eau qui permet de transmettre la chaleur d'une partie de l'eau à l'autre.
une petite image pour illustrer ça. Voilà de l'eau sur une cuisinière. Et si on pouvait faire une petite animation, on verrait que ben voilà, là où le feu chauffe l'eau, ben, l'eau chauffée se dilate, il est léger, il monte. En montant, ben, il y a de l'eau froide qui va redescendre et il y a ce mouvement de convection. Et jusqu'à ce qu'on ait une température équivalente en haut et en bas. Tant que les températures sont différentes, vous avez ces mouvements de convection. Vous avez aussi ce type de mouvement dans l'atmosphère. Quand le soleil frappe le sol se réchauffe plus vite que l'air. Donc vous avez une zone où l'air est chauffé grâce au contact de la terre. Cet air chaud se dilate, il est plus léger, il monte. Et en montant, il se refroidit, et là, l'eau se condense, il y a des phénomènes de pluie, etc., qui sont liés à ça, ce qu'on appelle les pluies de convection, peut-être que vous avez vu ça en géographie. C'est basé sur le même phénomène, c'est ce brassage des fluides dû à une différence de température entre le bas et le haut. Le dernier moyen de transmettre de l'énergie sous forme de chaleur, ce sont les rayonnements. Quand vous mettez sous le soleil, vous sentez l'énergie qui est transmise par le soleil à votre peau. Pourtant, entre vous et le soleil, il y a d'immenses espaces vides. Donc, il n'y a pas de contact direct. Ce n'est pas quelque chose qui est chauffé et que cette chaleur, par conduction ou par convection, vous est transmise. Ce que vous ressentez, c'est l'énergie qui est transmise par les rayonnements électromagnétiques. Les rayonnements électromagnétiques, c'est une famille de rayonnements dont la lumière fait partie. Et ces rayonnements peuvent transmettre de l'énergie. Par exemple, dans la gamme des rayonnements électromagnétiques, il y a les infrarouges. Les infrarouges qui sont émis par n'importe quel objet, et que donc, les infrarouges transmettent une partie de l'énergie contenue dans l'objet sous forme de chaleur à votre corps. Nous verrons aussi cela plus en détail, l'énergie qui est transmise par ces rayonnements, dans le chapitre sur les ondes et l'optique, mais gardez en tête ces trois types de transfert de chaleur: la conduction par contact direct, la convection par une sorte de brassage de fluide, et le rayonnement par des rayonnements électromagnétiques. Maintenant qu'on a un peu étudié, disons, le phénomène de transfert de chaleur, on aimerait, ça c'est comme ça dans le domaine des sciences, on aime bien prévoir. On aimerait bien prévoir, par exemple, quelle quantité de chaleur il faut que je transmette à un objet pour augmenter sa température, et de combien ça va être cette augmentation de température. Pour cela, on va procéder à une expérience très simple et standardisée. On va faire la même expérience pour les différents types de matériaux, et vous allez voir que la quantité d'énergie qu'il faut transmettre à un objet pour augmenter sa température va dépendre de différentes choses, notamment de sa masse, de quoi il est fait, etc. Alors, ici, on a à droite un verre d'eau, disons, dont la masse est de 1 kg. On va faire ça comme ça. On va lui transmettre de la chaleur, et on va suffisamment transmettre de chaleur pour que sa température augmente de 1 degré. Le thermomètre qui est là, ça va nous servir à ça. Donc à gauche, vous avez de l'eau, disons, à 20 degrés, on lui transmet de la chaleur, et à droite, vous avez de l'eau à 21 degrés. Et on peut savoir dans un laboratoire quelle quantité de chaleur on a fourni. Cette quantité de chaleur qu'on fournit à 1 kg de matière pour augmenter sa température de 1 degré, c'est ce qu'on appelle la chaleur massique, qui est représentée par la lettre C dans nos cours et dans pas mal de formulaires. C'est aussi la lettre C qu'on utilise. Faites bien attention, cette chaleur massique est calculée et mesurée pour 1 kg de matière et pour une augmentation de 1 degré. Et cette chaleur massique ne va pas être la même chose si on met de l'eau dans notre expérience, si on met de l'alcool, si on met 1 kg de fer, si on met 1 kg d'or, 1 kg de plomb, 1 kg de bois. Ça va aussi donc dépendre de la nature de la matière qu'on est en train d'utiliser. Si vous regardez sur Internet ou dans différents formulaires, vous pouvez trouver la chaleur massique pour les différentes substances. Par exemple, ici, on voit que la chaleur massique de l'eau, c'est 2100 joules par kilogramme par Kelvin. Ça veut dire qu'il faut fournir 2100 joules à 1 kg d'eau pour augmenter sa température de 1 degré. Pour le cuivre, il suffit de 380 joules. Il suffit de fournir 380 joules
d'énergie sous forme de chaleur à un objet de cuivre de 1 kg pour que sa température augmente de 1 degré. Vous voyez aussi pour le fer, et pour la granite, etc. Un petit remarque, vous voyez, si on compare l'eau et le cuivre, il faut beaucoup moins d'énergie à fournir pour augmenter la température d'un objet en cuivre. 1 kg de cuivre, on peut augmenter sa température de 1 degré avec seulement 380 joules. Alors que pour 1 kg d'eau, il faut 2100 joules. Posez-vous la question, on verra ça plus loin, pourquoi cette différence? Pourquoi il y a une telle différence entre le cuivre et l'eau? Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des différences entre tous les matériaux, mais entre cuivre et l'eau, la différence est vraiment importante. Autre chose dont il faut se rendre compte, c'est que la chaleur massique dépend évidemment de l'élément, si c'est de l'eau, si c'est du cuivre, si c'est du fer, mais ça dépend aussi de l'état. La chaleur massique de l'eau solide, ça veut dire de la glace, n'est pas la même que la chaleur massique de l'eau liquide, l'eau qu'on trouve à la température ambiante. Vous voyez que la chaleur massique de l'eau sous forme solide, sous forme de glace, c'est de 2100 joules par kilogramme par Kelvin. Alors que l'eau liquide nécessite beaucoup plus d'énergie pour un changement de température. La chaleur massique de l'eau liquide est pratiquement le double, c'est 4180 joules par kilogramme d'eau. Donc dans les exercices et dans les expériences, si vous devez utiliser la chaleur massique, posez-vous la question, est-ce que la matière que j'utilise, il est solide ou liquide? Et selon ça, vous devez choisir d'utiliser la chaleur massique solide ou la chaleur massique liquide. Donc n'oubliez pas cela, et comme vous voyez vraiment, l'un c'est pratiquement le double de l'autre. Maintenant, on a bien vu que quand on fournit de la chaleur à un objet, on augmente sa température. Et on aimerait avoir un modèle scientifique, une formule comme disent les élèves la plupart du temps, un modèle qui permettrait de prévoir cela, de voir quelle est la relation entre les deux. Alors, on va voir un modèle qui ne marche que dans le cas où il n'y a pas de changement d'état. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que notre objet passe du solide à liquide ou du liquide à gaz. Mais s'il garde toujours le même état, s'il est solide, il est solide au début de l'expérience et à la fin. S'il est liquide, il est liquide au début, il est liquide à la fin. Alors on a un modèle pas trop compliqué à utiliser qui est représenté par cette relation. Quand on fournit de la chaleur à un objet, donc la chaleur qui est fournie est représentée par la lettre delta Q. C'est la variation de quantité de chaleur en joules. Donc quand on fournit de la chaleur à un objet, sa température va changer, on le voit, mais il dépendra de quoi? Il dépendra de la chaleur massique. Vous vous rappelez, chaleur massique, c'est la chaleur qu'il faut fournir pour augmenter la température de 1 degré, si la masse est de 1 kg. Donc on va prendre ça comme base, et on va le multiplier par la masse. La chaleur massique, c'est pour 1 kg. Si la masse est de 2 kg, 10 kg, 5 kg, on va multiplier la chaleur massique par la masse pour avoir la quantité d'énergie nécessaire. Deuxième chose, la chaleur massique, c'est pour une différence de 1 degré. Que se passe-t-il si la différence est de 10 degrés, de 20 degrés, de 30 degrés? On va multiplier tous ces éléments par cette variation de température. Delta T représente la variation de température. Donc vous voyez que ici, si on fournit de la chaleur, on va avoir un changement de température qui va dépendre de la chaleur massique et de la masse. N'oubliez pas que ce modèle n'est valable que s'il n'y a pas de changement d'état. Nous verrons plus loin dans le chapitre sur le changement d'état comment il faut faire si l'apport de l'énergie à un objet fait qu'il change de température peut-être, mais aussi qu'il change d'état. Un petit résumé de ce module, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que la chaleur, si on prend ça de manière très théorique, c'est une forme d'énergie, et il représente la somme de toutes les énergies cinétiques de toutes les particules que constitue un objet. À ne pas confondre avec la température, qui est une reflet de l'énergie moyenne de ces particules. Notre iceberg et la tasse de thé. Il y a 3 modes de transfert d'énergie sous forme de chaleur, par conduction, contact direct, par convection, le brassage dans un fluide, et par rayonnement, les infrarouges par exemple qu'on reçoit d'un objet chaud comme le soleil.
La chaleur massique C, c'est la chaleur à fournir pour augmenter de 1 degré la température de 1 kg de matière. Et le modèle qui relie la chaleur fournie et la différence de température, la chaleur fournie est égale à la chaleur massique fois la masse fois la différence de température. Ça veut dire la quantité d'énergie qu'on doit fournir est d'autant plus importante que la chaleur massique est grande, autant plus grande que la masse est grande. C'est normal, hein, pour chauffer un objet massif, il faut fournir plus d'énergie que pour un petit objet, et il est proportionnel à la différence de température. Si on veut augmenter de 1 degré, de 10 degrés ou de 100 degrés la température d'un objet, il faut fournir d'autant plus d'énergie. Un dernier mot, n'oubliez pas, on parle ici d'augmenter la température d'un objet. Il est clair que ce modèle est valable aussi quand on diminue la température d'un objet. Combien d'énergie il faut extraire ou combien d'énergie perd un objet quand sa température diminue. La relation est la même, ça va dans les deux sens.